Merci d'accueillir très chaleureusement Claire Denis. De retour du Japon et avant de repartir aux États-Unis, Claire Denis nous a fait l'immense honneur d'être ici avec nous ce soir pour inaugurer cette rétrospective. Nous allons l'entendre tout de suite maintenant parler avec Juliette Godot, qui est journaliste et critique de cinéma. Bonsoir Claire Denis. Je voulais dire aussi quelque chose parce que c'est toujours gênant quand, et bien sûr je vous remercie de m'avoir présenté comme ça, mais de dire l'immense honneur. Je trouve que quand on fait des films, c'est pas une mince affaire et c'est déjà beaucoup de chance d'être invité, de venir dans une cinémathèque, qu'il y ait des personnes qui soient assises dans la salle et l'honneur c'est peut-être ces rencontres, mais moi je crois pas. Je suis pas venue. Quand j'étais dans le train tout à l'heure, je pensais pas que j'allais faire un immense honneur à la cinémathèque ici. J'étais heureuse de venir, tout court. Merci beaucoup. Merci à vous, Claire Denis, d'être là tout de même. On parle d'honneur, mais peut-être ça vous conviendrait plus de parler de transmission ou de filiation entre vous et certains cinéastes. Par exemple, je pense à Barry Jenkins, le cinéaste de Moonlight, qui a reçu un Oscar pour ce film et qui vous cite comme une inspiration aussi dans votre travail, votre esthétique et dans ce qu'il dit, la foi que vous avez dans les visages humains. Donc voilà, merci de nous transmettre ça aussi. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ce qu'il a dit. Je peux dire que, en fait, j'ai été surprise d'apprendre que Barry Jenkins voulait me rencontrer quand il a fait Moonlight. Et c'est évidemment très touchant qu'un jeune homme qui fait son premier film ait envie de me dire que j'avais pu, peut-être pas l'inspirer, mais en tout cas lui donner envie de faire des films. Oui, ça compte beaucoup, bien sûr. À son tour, lui, je dirais, il a une énergie extraordinaire, il insuffle une énergie. Voilà. Et on est aussi dans le pays de Chantal Akerman. J'avais envie de parler d'elle parce que récemment, dans le magazine, enfin sur le site de IndieWire, qui est donc un site du cinéma indépendant américain, qui citait les 100 meilleurs films réalisés par des femmes. Les deux films qui sont en haut de ce top, c'est Beau Travail, votre film, et puis Jeanne Dillman de Chantal Akerman. Et voilà, je trouvais ça beau de vous mettre, que vous soyez ensemble. Est-ce que vous avez envie de dire un mot de cela? Déjà, j'aime pas trop les listes de films de femmes, hein. Donc déjà, ça a tendance à m'énerver un peu. Je pense que Jeanne Dillman, quand je l'ai vue, j'avais pas encore fait de film. Je suis allée à Cannes le voir. Et comment dire, même si à Cannes il y a eu un débat avec Marguerite Duras, c'était un film féministe. Il y avait Delphine Seyrig, évidemment, mais j'avais le sentiment qu'on était surtout, peut-être parce que c'était Cannes à cette époque-là, c'était un Cannes un peu plus moins cérémonieux, moins. J'avais le sentiment que c'était surtout un film qu'il fallait voir et que c'était passionnant d'entendre parler Chantal. Et puis, je l'ai connue, Chantal, et bien connue, et aimée, et beaucoup même. Et j'avais... Il y a quelque chose dans Chantal Akerman qui m'apparaissait toujours comme... par exemple, je ne peux pas arriver en Belgique, à la gare
de Bruxelles Midi sans penser au film de Chantal, où la cinéaste et sa mère se retrouvent à la gare de Bruxelles Midi. C'est marqué pour moi pour toujours. Euh, je pense que Chantal, pour moi, c'était bien au-delà d'une femme qui faisait des films. C'était une cinéaste avec une morgue et aussi une rage intérieure. Je l'ai vue tellement se mettre en colère euh, pour débattre de ce qui était juste ou pas de dire, de faire. Et on n'était pas forcément d'accord avec elle, mais ça, la, la violence de cette rage intérieure qu'elle avait fait que tout, euh, tout m'a impressionné en elle, ses films et elle. Cette forme de beauté enfantine aussi. C'est pas rien quand même, le visage de Chantal. Voilà. Merci. Vous parliez de la gare de Bruxelles-Midi. Et ça me fait penser à la question du lieu et de la géographie, en fait. Parce que j'ai l'impression que le point de départ de vos films, c'est souvent la géographie que vous connaissez très très bien, pour vous avoir écouté parfois et vous avoir lu et vu vos films. Un film comme Beau Travail, Sans Djibouti, enfin voilà, il y a ce lien de la géographie. L'Afrique où vous avez grandi. Qu'est-ce que vous diriez de comment la géographie a façonné votre regard de cinéaste ? Et la géographie africaine notamment. Je crois à la géographie tout court. D'abord, j'avais peut-être, je vais pas vous raconter ma vie, mais j'avais un père qui pensait que si on n'avait pas le sens de l'orientation, si on savait pas lire une carte, si on se perdait, on n'était pas vraiment un humain complet, quoi. Donc, des petits, les enfants de mon père, on savait lire les cartes, on savait où était le nord, où était le sud. Et une fois qu'on a appris ça, bah, ça reste un peu, hein, ça s'en va pas. J'aime les matières que j'aimais au lycée. C'était sûrement la géographie, mais aussi beaucoup l'histoire. Comment dire, je pense que la géographie, c'est un mot flou pour dire quelque chose qui se passe quand on fait un film, qu'on écrit un film. Au moment de l'écriture, il y a un cinéaste que j'aime beaucoup dans la salle, donc il me contredira pas. Il y a l'idée du lieu, du territoire du film. J'aime bien le mot territoire. C'est très très important. Et il me semble que même, puisque maintenant ça y est, j'ai tourné en studio une fois, eh bien je pense que même en studio, on est obligé d'avoir une géographie de cet espace-là, qui est complètement artificiel, qu'on n'a pas cherché, mais il est né du scénario. Et je pense que quand on cherche des décors, quand on fait ce qu'on appelle les repérages, le scénario, c'est la carte. Et c'est la boussole aussi. Et quand tout d'un coup on dit « Ah oui, ben voilà, c'est exactement ça », c'est que l'endroit, peut-être il n'est pas parfait pour la régie du film, peut-être il n'est pas parfait pour telle ou telle raison, mais il interpelle quelque chose qui est dans le scénario déjà, et qui est le territoire du film, au fond. Ça, pour moi, ça a toujours compté, peut-être à cause de mon père, mais je crois aussi parce que comment dire, j'aime beaucoup les lieux, et un lieu peut, vous citiez Barry Jenkins et les visages,
Je pense que les visages et les lieux, c'est un peu pareil dans les films. C'est les territoires qui vont faire naître une, une, une substance qui est prête à naître quand on écrit le scénario, mais qui n'est pas encore là et qui va venir avec aussi peut-être le climat, la pluie, le soleil, le vent. Mais voilà, tout ça, ça compte beaucoup, je crois. Et je crois pas que c'est parce que j'ai grandi en Afrique. Je crois que le cinéma a besoin de ça. Du reste, quand j'ai commencé à conduire une voiture, à rouler en France ou à découvrir la France, avec mes parents adolescentes, je trouvais que la France, c'était moche, c'était petit, On me disait, bah, les gorges du Verdon, c'est magnifique. Je disais, bah, ce petit truc-là, bah non. La forêt de machin, oh, bon, c'est tout petit. Voilà, je crois vraiment à peu près la chaîne des Pyrénées, le Mont Blanc, peut-être un peu. Et la seule chose qui restait d'infini, évidemment, c'était la mer. Sinon, mais bon, après, j'ai appris à me repérer en France. Je suis devenue plus géographe de la France. Oui, parce que vous avez grandi en Afrique, au Cameroun, à Djibouti notamment, et ensuite vous êtes arrivée en France adolescente, Oui. et vous avez étudié en France dans une école de cinéma, enfin à l'IDEC. Ah oui, mais d'abord j'étais au lycée. Oui, mais alors ma question c'est c'est la question des années de formation, et c'est de comment vous êtes arrivée au cinéma. Un bazar total. C'est-à-dire, je suis arrivée en France. Nous sommes arrivés en France, pas parce que, le pays où nous habitions, le Cameroun, était déjà indépendant. Mais ma sœur et moi, on a été gravement malades et on a été rapatriés sanitaires. Et ma mère a décidé qu'on ferait le lycée en France et qu'on ne repartirait pas, malheureusement. Donc, c'était chaotique pour moi. J'étais mal. J'avais pas de but. J'avais eu l'impression que ma vie avait été toute tracée dans ma vie d'avant. Et qu'en France, tout me paraissait difficile, compliqué, que j'allais pas trouver d'issue. Et quand j'ai passé mon bac, j'ai décidé que j'allais faire à ma tête. C'est-à-dire que je me suis mariée pour pas avoir à faire d'études. Enfin, non, je me suis mariée par amour, je précise. Mais pour me libérer aussi de la contrainte de ce que les parents attendent, ont tellement besoin que leurs enfants fassent, c'est des bonnes études. Moi, je voulais pas faire des bonnes études. Et j'ai rencontré quelqu'un qui préparait l'IDEC. Un jeune homme. Et donc, finalement, de fil en aiguille, je faisais de la photo. Mon mari était photographe. Et puis, je me suis présentée au concours de l'IDEC, persuadée que j'avais pas les compétences. Et pas la culture aussi. Je n'avais jamais été à la cinémathèque. Dans mon enfance, je n'allais pas au cinéma. Je n'en voyais pas. Il n'y avait pas de cinéma là où j'habitais. Donc, j'étais tellement inculte et il y a eu une sorte de... C'était après 68, donc il y avait une sorte peut-être un peu de laisser-aller dans le concours d'entrée. Et un chef opérateur français, Pierre Lhomme, qui dirigeait le concours d'entrée, je ne sais pas pourquoi il m'a repéré. Il m'a repéré peut-être comme tellement paumée ou différente ou je sais pas quoi.
il a appuyé pour que je fasse partie des élèves acceptés. Donc je suis rentrée à l'IDEC et là, je résume brièvement, il y a eu un homme qui a été nommé directeur de l'IDEC, parce qu'après 68, c'était devenu chaotique, et c'est chaotique sympathique. Hein. Ce directeur, c'était Louis Daquin, qui était un cinéaste français, qui avait été mis à l'écart parce qu'il était un cinéaste engagé au Parti communiste. Et il avait beaucoup travaillé avec Sacha Vierny et Pierre Lhomme aussi. Donc ces gens-là m'ont donné vraiment une raison de vivre. Ils m'ont aidé beaucoup. Ils m'ont... Ouais, vraiment, je trouve que dans cette école, j'ai trouvé tout. Des amis, des pères un peu, J'ai vu beaucoup de films. Voilà. Oui, c'est à cette période que vous découvrez, par exemple, le cinéma d'Ozu. Non, Non, Ozu, c'est beaucoup plus c'est tard. beaucoup plus tard. À l'époque, à l'IDEC, on voyait... on était un peu farcis de nouvelles vagues françaises. Moi, au ciné-club du lycée, j'avais un professeur qui ne nous montrait que des films russes. Donc, j'avais des connaissances très lacunaires. Et Ozu, je l'ai connu après l'école. Il n'était pas très connu. Il a d'abord été repéré aux États-Unis, je crois. Je crois qu'en France, mais j'allais à la cinémathèque et puis j'ai rencontré Jacques Rivette. Et donc ça a été comme un guide qui m'emmenait à la cinémathèque, voilà. Oui. Parce que je ne sais pas si vous étiez assistante aussi des films, de certains films de Jacques Rivette, mais il y a Jacques Rivette, il y a Wim Wenders, Jim Jarmusch qui sont... Non mais oui. déjà Jacques Rivette, oui, c'était c'est pas rien. assistante parce oui, que non, c'était... Jacques Rivette, il adoptait des gens, quoi, carrément. Oui. Donc il me disait que j'étais assistante ou que je participais au scénario, mais bon, je veux dire, c'était sa façon d'être, c'était sa façon de considérer que, de même ses actrices, ses acteurs, tout le monde participait au film. Donc, je ne sais pas très bien quel rôle j'avais, mais je l'aimais et il me l'a rendu, cette amitié. Donc, ça m'a fait grandir. Après, Wim Wenders, tout ça, c'est venu bien après. Oui. Ouais. Oui. Mais j'imagine que vous avez appris quand même votre métier avec eux. Alors, qu'est-ce que vous avez appris peut-être en tant que... Non, je dis pas non pour vous contredire. Ah non, je pense j'imagine. que, franchement, Qu'est-ce que vous diriez de... la meilleure manière d'apprendre des films pour moi, ça a été de voir des films. Quand Jacques Rivette m'emmenait tous les jours à la cinémathèque et qu'après on parlait pendant des heures, là oui, j'apprenais. Quand j'étais assistante de Wim Wenders, j'ai appris à conduire des camions, j'ai appris à changer des roues. Vous voyez, j'ai appris des trucs utiles, mais c'est pas la même chose. On est mu par une force qui fait que on est l'assistant, donc je pensais que j'étais prête à mourir pour que le film se fasse, vous voyez. C'était pas très cinéphile. Moi, j'avais un côté... moi, c'est commando, être assistante, vous voyez. Ouais. C'est ça. Après, aller voir des films, les aimer, essayer de comprendre aussi pourquoi certains, on les aime pas. Et pourquoi parler de cinéma, voilà. C'était merveilleux avec Jacques Rivette, Serge Danet. C'est des gens avec qui on pouvait parler. On voyait un film et on en parlait. Et tout d'un coup, naissait non pas une connaissance ni un savoir, mais le désir d'aller dans cette direction. Voilà. Moi, je savais même pas si j'aurais un jour le courage de faire un film. Voilà. Mais à partir du moment où on a
on a aimé des films où on se dit ah ouais, ça j'aime, ça vraiment c'est les choses qui vont compter dans ma vie toujours. Alors là oui, Oui. on apprend. Vous avez eu ce courage, en tout cas. C'était il y a 30 ans à peu près, Chocolat en 1988. Je l'ai tourné en 86. Ah oui. Oui. Enfin bon. Oui. Donc on va parler de certains, peut-être pas de tous vos films ce soir, parce que il y en a plusieurs. Et Chocolat suivra ce débat, donc on va quand même en dire un mot. Beau Travail, qui est peut-être un des films les plus emblématiques de votre travail, justement, en tout cas un des aboutissements de votre esthétique et de votre rapport au désir, de votre manière de filmer les hommes. Hasard. Par hasard, peut-être. Non, je le dis vraiment. Vraiment. Et je le dis d'autant plus que la semaine dernière, on a enterré Pierre Chevalier, qui est à l'origine de Beau Travail, qui dirigeait la fiction télévision d'Arte à l'époque. Et on a enterré aussi, samedi dernier, Patrick Grandperret, qui a produit Beau Travail. Et tous les deux avaient décidé de faire une collection qui s'appelait Terres étrangères. Et Pierre avait dit, bon alors, surtout pas un médecin d'ONG, pas un journaliste, trouver des trucs un peu plus... Et donc j'avais dit la Légion étrangère, voilà, moi j'avais grandi à Djibouti, donc je connaissais un peu. Et je me suis trouvée dans une situation où j'avais le budget, j'avais 4 semaines de tournage, le budget d'un téléfilm français que je devais aller tourner à Djibouti, sans l'aide de l'armée française du tout, avec 15 acteurs pour faire l'armée. Et avec des billets d'avion qui ont dû coûter la moitié du budget, quoi, hein, et plus le séjour et tout ça. Donc, ce film s'est fait, je me suis dit tous les matins, c'est marche ou crève, quoi. Maintenant que Pierre et Patrick ont lancé le projet, Patrick s'était endetté, je me suis dit, je dois revenir avec un film. Je peux pas dire, oh ben non, moi j'arrivais pas, non, je pouvais pas, c'était trop dur. Donc, je suis revenue, je me suis dit, tous les jours, je me disais, il faut revenir avec un film. Et du coup, le film, il s'est fait comme ça, comme un... j'aime pas quand on dit à l'arrache, parce que c'était pas à l'arrache, c'était avec une grande douceur. Les comédiens, tous, la toute petite équipe, dont Agnès Godard, on n'avait pas de groupe électrogène. Cette mission qu'on devait remplir pour Pierre Chevalier nous a rendus poreux, simples. Voilà, on faisait ce qu'on pouvait. Voilà. Je comprends les circonstances, mais c'est vrai que... Posez pas. Oui, mais il y avait quand même... vous avez coécrit avec Jean-Paul Fargeau d'après une nouvelle d'Herman Melville, qui s'appelle Billy Budd, et qui racontait une histoire de marin, je crois, qui était enfermé, et vous l'avez transposé. Les marins, pendant la guerre napoléonienne, dans un vaisseau de guerre, c'est enfermé. Hein. Voilà. C'était un huis clos qui s'est retrouvé à Djibouti. Mais... Voilà, Jean-Paul Fargeau, avec qui vous travaillez toujours, pratiquement, qui vous dites votre compagnon d'écriture. Je trouve ça très beau comme appellation. Et il n'y a pas que la fidélité à lui, il y a celle avec Agnès Godard, donc, qui est votre chef opératrice et qui viendra ici à la Cinémathèque le 30 mars. Il y a des acteurs, je pense à Grégoire Collin, qui était dans Nénette et Bonnie, dans US Go Home. Isaac de Bancolé, qui était... dans Chocolat, Alex, vous en parlerez mieux que moi. Mais est-ce que vous seriez d'accord pour questionner cette question de la fidélité et la musique aussi? Comment est-ce que vous... Finalement, cette troupe que vous rassemblez autour de vous, que ce soit dans l'écriture, dans l'image, dans le travail avec les acteurs, c'est quelque chose d'organique dans votre cinéma. Ça n'est pas un hasard, finalement. Ça n'est pas tant un hasard que ça. Même si j'imagine que les questions de production sont à chaque fois nouvelles et pragmatiques, il y a quand même
un désir de vous de travailler avec ces gens-là sur ces thèmes-là qui sont ceux du désir, de l'exclusion, de la violence, de la pulsion. Vous allez voir avec Agnès un tout autre film samedi prochain. Mais moi, je pense que c'est surtout parce que je les aime beaucoup et qu'ils me le rendent aussi, vous voyez. Donc, il y a quelque chose d'un peu... je suis pas très téméraire. J'ai pas envie de me séparer d'eux, en fait, voilà. J'ai l'impression que on n'en a jamais fini. Là, j'ai fait un film, High Life, avec des comédiens avec qui j'avais pas travaillé, sauf Juliette Binoche, mais j'avais l'impression que ça aurait été bien s'il y avait une petite place pour un tel ou un tel, vous voyez. Il y a quelque chose de... Je pense que l'idée de troupe, enfin, elle est très belle, mais on ne peut pas imposer ça à des acteurs et à des techniciens de cinéma parce que on ne fait pas assez de films pour les faire vivre. Il faut qu'ils aient d'autres projets que les miens. Alors moi, peut-être que mystérieusement, ils sont associés à mon travail, oui. Mais j'ose pas dire troupe. Voilà. Et vous savez, être acteur ou technicien de cinéma, c'est pas une garantie de travailler régulièrement du tout. Des acteurs avec qui je travaille, que je trouve admirables, parfois restent longtemps au chômage. Donc ça aussi, ça me pousse à me dire, bon, allez, il faut travailler pour eux aussi. Mais je voudrais quand même vous questionner plus sur votre cinéma qui est un cinéma du désir quand même, et la manière dont vous filmez les corps des acteurs que vous aimez, la manière dont vous osez filmer longtemps des corps d'hommes, probablement comme on le voit peu au cinéma, dans un rapport qui est très, très authentique, très personnel. Est-ce que vous avez découvert ça au fur et à mesure de vos tournages? Merci. Ou est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez filmer? Pas du tout. Non, j'ai jamais pensé que j'allais filmer, que mon travail, ça allait être de filmer des corps d'hommes. Et du reste, je le pense toujours pas. Il se trouve que parfois, les acteurs, je les trouve beaux, ou parfois ils sont dans des situations où ils sont, on voit leur corps, mais franchement, je pense même que moi, je pense même que j'ai pas l'excuse qu'ont eu tellement de cinéma, de cinéastes masculins, oui, de filmer des corps de femmes. Moi, j'ai même pas... les femmes, vous voyez, c'est quelque chose qui est plus... Ce ne sont pas des objets, c'est ça que vous voulez dire. Enfin, ils sont des sujets. Ils se sentent un peu comme des objets dans mes films, mais moi, je les traite pas en objets. Après, je pense qu'il y a beaucoup de cinéastes qui ne traitent pas non plus les femmes en objets, hein. Mais c'est un peu démodé de traiter les femmes en objets. Mais quand même, je pense que j'ai toujours mis les corps au-dessus, comme leur présence physique. Aussi, peut-être, grandissant dans des pays chauds, eh ben, on voyait plus les corps que dans un pays où, pendant 6 mois, on porte des doudounes, hein, c'est vrai. Non, mais objectivement, c'est vrai. J'ai vu plus de corps dans mon enfance que j'en vois aujourd'hui. Mais bon, je pense que c'était pas un moteur pour moi, non. Non. Mais le désir, oui. Mais le désir tout court, pas de filmer des corps d'hommes, le désir, oui, comme une espèce de carburant. Voilà. Peut-être, oui. De circulation entre les êtres. Oui. Ouais. Parce que dans la vraie vie, c'est un peu comme ça quand même. Hein. Et du reste, quand on n'a plus de désir du tout,
quand ça arrive par moments d'être complètement raplapla, la vie est dure. Pour parler des corps, et puis après, je vous laisserai intervenir si vous avez des questions pour Claire Denis. Aussi, vous parlez de la manière dont vous filmez les corps de toutes les couleurs de peau. Il y a quelque chose chez vous qui est finalement qui apparaît aujourd'hui comme visionnaire, alors que c'est assez naturel de le faire, mais en tout cas dans le cinéma français ou européen, c'est vrai qu'il n'y avait pas cette diversité-là, alors que chez vous, elle était présente. Sans que ce soit forcément une question politique, je ne sais pas. Mais en tous les cas, à voir vos films aujourd'hui, ils sont étonnamment visionnaires. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de cette différence qu'il y avait entre vous et puis peut-être d'autres cinéastes qui ne filmaient que des personnes blanches, par exemple? Ça les regarde au fond. Je pense que s'ils peuvent pas imaginer en écrivant leur scénario que quelqu'un n'est pas tout à fait comme eux, ou s'ils n'envisagent pas au fond, je peux pas m'élever contre ça. Moi, c'est comme je vous disais tout à l'heure, quand j'ai filmé dans ce métro de banlieue, le RERB qui va dans le nord de Paris. Dans White Material non, dans 35 Roms. Je me souviens très bien que les gens me disaient, enfin, toute la figuration est noire dans ce métro. Et je disais, oui, mais passé Pantin, il n'y a plus de blancs dans le RERB. Donc, c'est pas la figuration, c'est les vrais gens. Voilà. Ouais. Ils sont comme ça. Mais peut-être, je pense pas que je suis... Vous me dites, est-ce que c'est politique? Je crois oui. C'est pas visionnaire. Je pense oui. On est un pays... Nous, la France, on a été un pays qui est devenu riche par les colonies, par les territoires qui existent encore, les dom-toms et tout ça, voilà. Donc, on a transporté des Africains dans les îles des Caraïbes ou à La Réunion. Je ne sais pas si je pourrais envisager d'être française sans parler de ça. Pas pour être hyper politique, vous voyez? Oui. Mais quand même, c'est un peu gros de pas le voir. Et un jour, je crois que c'est quand je faisais 35 Roms, il y avait une scène à la fac à Paris 8. Paris 8 où il n'y a pas que des blancs, hein, je signale. C'est à Saint-Denis. Je vais voir un prof de Sciences Po. Je lui dis, est-ce que vous pourriez m'aider à préparer un cours? Il y a une classe, je voudrais filmer une classe de Sciences Po. Je voudrais que vous m'aidiez à préparer le cours. Et je lui avais amené des documents qui étaient un texte de France Fanon. Et cette femme, qui est un professeur connu de Sciences Po, me dit, ah non, mais France Fanon, non. C'est totalement dépassé, je vous assure. On ne peut pas faire ingurgiter ça à Sciences Po aujourd'hui. Non, c'est fini, France Fanon. Je me suis dit, mais attendez, comment ça peut être fini? Vous voyez, ça me paraissait bizarre. Comme s'il y avait eu une mode. Enfin, c'est étrange. La guerre d'Algérie, elle a marqué la France. Et les colonies aussi. Donc, quand vous me dites c'est politique d'une manière la plus petite, mais celle qui est à l'échelle de ma vie, pas plus. Je crois. Frantz Fanon, c'est Peau noire, masque blanc qu'il a écrit. Oui. Et puis les damnés de la terre. Les damnés de la terre. Voilà. J'ai une dernière question avant d'ouvrir, c'est votre rapport au genre, aux différents
genres de cinéma, puisque vous avez exploré différents genres à chaque fois de votre manière. Mais c'est vrai que High Life, c'est une incursion dans le cinéma de science-fiction. Je lisais quelque chose de vous, vous disiez oui, c'est pas Star Wars. C'est pas du cinéma de la conquête spatiale, c'est du cinéma plutôt de comment est-ce que l'espace nous permet de réfléchir sur nous, êtres humains. Vous utilisez quelques moments de cinéma gore, on en parlait, mais que vous avez su aussi utiliser dans Trouble Enfin, Every vous Day. m'avez dit que c'était gore, moi je trouve pas du tout. J'ai dit des moments gore. Et d'ailleurs, je sais qu'à Toronto, au festival, il y a des gens qui se sont évanouis dans la salle. Enfin, comment est-ce que c'était attendez. voulu? Non, ils avaient trop bu. Non, mais attendez, je défie quiconque de s'évanouir. Non, mais franchement, moi je crois qu'ils étaient bourrés. Hein. Non, mais sincèrement. Bon, Tout de même, il y a une utilisation de la provocation, pas forcément de la provocation, mais vous allez loin. Est-ce que vous rendez compte que vous allez plus loin que le cinéma mainstream? Oui, bien sûr. je m'en rends pas trop compte, en fait. Et franchement, High Life, je trouve c'est un film doux et tendre. Mais réellement, Oui, je pense je aussi. le pense. Mais il y a des moments, il y a des moments avec du sang, quoi. Bah oui, il y a des petites gouttes de sang, mais enfin bon, une jeune fille qui va avoir ses règles, il faut bien qu'il y ait des petites gouttes de sang. Enfin, moi je sais pas, c'est pas pour moi, c'est pas gore les règles, hein, ou un petit doigt. Non, mais vous voyez, bon. Enfin, non, mais je vais dire un truc, c'est que le genre pour moi, Oui. euh, c'est arrivé un peu par hasard de mes lectures, de. Oui, j'aime le cinéma de genre, j'aime les, les films comme ça un peu. D'horreur? Non, Non. non, j'ai peur. Mais j'aime bien les films, ce qu'on appelle la série B. Voilà, j'aime bien ça parce que la série B, ça veut dire on dépense pas trop d'argent, mais du coup, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mm. Voilà. Mm. J'aime beaucoup ce concept-là. Ça me plaît. Ouais. Je me sens plus libre. Ouais. Après, quand j'ai parlé de Star Wars, j'ai vu Star Wars, bien sûr, et je déteste pas Star Wars. Quand je parlais de conquête, c'est les films de science-fiction d'aujourd'hui, les films américains de science-fiction d'aujourd'hui. Je trouve Star Wars, c'est une épopée. Pour moi, c'est pas un film de conquête, mais la science-fiction d'aujourd'hui, ce sont des militaires dans l'espace. Mhm, mhm. Ils sont habillés avec des carapaces blanches, immaculées. Ils sont entre anges et militaires et ils doivent conquérir, ils doivent ne pas avoir peur, conquérir la pesanteur, arriver sur Mars, cultiver des pommes de terre et en même temps repartir. Vous voyez, moi, toute cette idée de conquérir l'espace, je m'en fous, mais l'espace, nous, on est comme une brindille dedans, au fond. Hein. Mhm. Moi, alors franchement, la conquête, ça m'intéresse pas. Mm. Mais la science-fiction, ouais. Parce que la science-fiction, c'est comme pour les gens qui ne sont pas scientifiques comme moi, qui n'ont pas fait assez d'études. C'est une manière de. Je suis abonnée à la revue Recherche et j'adore lire des trucs que je comprends pas tout à fait, mais je me dis ah ouais. Maintenant, on est sûr qu'il y a des trous noirs, c'est vrai, c'est sûr. Grâce aux ondes gravitationnelles, je suis pas sûre de comprendre pourquoi, mais je comprends. Mm. Et je lis et je trouve ça tellement beau, tellement. Mais même regarder les étoiles, la lune, penser qu'on est entouré du cosmos, que. Et puis, le truc le plus fou, c'est le temps et l'espace, quoi, la relativité. C'est moi, je comprends, je le sais et je le comprends pas vraiment, mais c'est une chose extraordinaire quand même. Au fond, Mhm, mhm. même si on n'est pas sûr de comprendre tout à fait. Et ce sont sur des étonnements comme ça que vous commencez à travailler avec Jean-Paul Fargeau. Vous dites, Oui, bien sûr. voilà, bien sûr. ouais. Bien sûr, j'avais lu des choses et puis avec Jean-Paul, puis on voulait un homme seul dans l'espace. C'était une idée comme ça, mais qui était partie un peu de Solaris.
Mhm. de cet écrivain russe, Lem, qui est... c'est la science-fiction que j'aime beaucoup, Mhm. qui est tellement liée à nos âmes, à nos sentiments. C'est le savant, l'astrophysicien, qui est le personnage principal de Solaris, c'est comme un saint un peu. Hein. Il y retourne parce qu'il faut bien, mais il a tout perdu. Il a perdu sa femme. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose de si beau dans cette abnégation. Et vous savez, moi, j'étais petite. Je dis n'importe quoi, mais bon. Je me souviens du Spoutnik et je me souviens de Gagarine. Et j'ai voulu aller à la Cité de l'Espace en Russie. Et quand on arrive à la Cité de l'Espace, la première chose qu'on voit, c'est le buste de Gagarine. Et ce jeune visage tellement beau et rêveur. Il n'a pas une tête de soldat du tout, de conquérant, de super-héros. Non, il a une tête de... Ça pourrait être Rimbaud, Gagarine, au fond, vous voyez? Non, en fait, il était sûrement un super soldat, mais il y a quelque chose qui faisait rêver. Voilà. J'ai jamais eu l'impression que Gagarine était un conquérant de l'espace. J'ai l'impression que c'était un type super courageux et très jeune. Voilà. Je me rends compte qu'on a parlé des hommes, des soldats. Je voudrais parler de Juliette Binoche aussi, qui est dans High Life et puis qui était dans Un beau soleil intérieur et qui, il me semble, transforme aussi un peu votre cinéma. Enfin, il y a quelque chose qui... en quoi est-ce qu'elle est pour vous une incarnation de la femme contemporaine peut-être, ou d'une féminité qui vous touche? Voilà. Je connaissais Juliette depuis des années, mais j'avais un peu peur parce que pour moi, elle avait son parcours et tout ça. Je pensais pas vraiment que on se voyait, on disait alors un jour on devrait travailler, mais ça se faisait pas. Et donc bon. Et puis ayant écrit Le Soleil intérieur, alors Juliette m'a appelée, elle a lu le scénario par son agent et elle m'a dit c'est moi. C'est pas question que ce soit quelqu'un d'autre et je l'ai vu, on s'est vu, tout en se connaissant, mais je l'ai vu autrement. J'ai vu quelqu'un que je connaissais pas, qui voulait être cette femme-là. Alors je me suis dit ouais, ça va être une chance exceptionnelle, quoi, une grande chance. Moi, vous savez, je fais pas de, comme on dit, casting. J'ai besoin que les choses viennent, que les gens viennent, pas à moi, hein, mais il faut que ça apparaisse, quoi. L'idée de me dire qui je vais prendre, rencontrons plusieurs personnes. Non. Juliette, elle est venue, c'était elle, voilà, pof. Et High Life, c'était pas elle. C'était une actrice américaine qui n'a pas pu faire le film. Et Juliette, j'étais en train de finir Le Beau Soleil, et Juliette m'a dit, bah, j'ai qu'à le faire. On continue. Ah bah j'ai dit ouais, allez. Parce que, vous savez, en anglais, cast, c'est un peu jeter les dés et prédire quelque chose. Et ça me fait très peur, ce mot. Je préfère que ça arrive. Voilà. Je ne suis pas hyper courageuse pour dire waouh, je vais. Les gens que je connais pas me font toujours un peu peur aussi. Et Robert Pattinson, je voulais pas de lui. Hein. C'était, j'avais très peur. Mais il a voulu vous rencontrer. Bah finalement, c'était bien. Maintenant, j'ai plus peur de lui et je l'aime beaucoup et non, et c'est bien. Mais
Je dis pas que je veux qu'on me rencontre, hein. Je Non. trouvais que ce type était dingue de vouloir absolument faire. Le personnage avait 45 ans, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Euh, Et puis il est trop beau, il est trop iconique. Mais tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il était tellement amical, tellement intelligent, tellement tendre aussi. Je me suis dit, ouais, là quand même, ça vaut la peine. Mm. Mm. La beauté n'ôte rien, bien sûr. Surtout quand on est acteur. Non, mais sa beauté, vous voyez, je la voyais de temps en temps. Ouais. Quand on se met à aimer quelqu'un, je dis pas qu'on oublie la beauté, mais elle ne frappe pas les yeux, quoi. Elle est dedans. Merci Claire Denis. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Bah, et les pauvres, il faut qu'ils voient un film maintenant. Il faut peut-être, ils vont s'endormir. Non? Parler un peu plus sur avec Jean-Paul Farge. Oui. Oh, alors Jean-Paul, voilà, c'était je l'ai connu à Marseille il y a bientôt 40 ans. Il écrivait des pièces de théâtre. Il travaillait avec une petite troupe de théâtre à Marseille. Et qui jouait dans un endroit qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle les Saints-Anges. Et donc je suis allée le voir jouer. Et la pièce, il écrivait les pièces et il jouait dedans. Et on a sympathisé. Et on se voyait comme ça. J'allais à Marseille, il n'a pas. Et un jour, je lui ai dit, bah voilà, moi je vais commencer à faire ce film au Cameroun. Et il m'a dit, oh, je rêve d'y aller. On est partis tous les deux. Et c'est comme ça qu'on a commencé à écrire ensemble. Mais c'était pas son projet de devenir scénariste, je crois. C'était comme, je crois qu'il avait plus envie d'aller au Cameroun, en réalité, vous voyez. Non, mais après, on s'est retrouvés à travailler, à prendre des notes. Et puis, le travail a fait naître le travail. Mais je pense que j'avais d'autant plus confiance en lui que il avait pas, il me dit, il n'était pas scénariste, vous voyez. Il y avait quelque chose de libre en lui. Et puis il écrit des belles choses. On aime la même musique. Enfin, on a quand même un rapport fort, vous voyez. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Hein. Si? Bon. Vous... Non, mais vous avez l'air tellement timide. Ouais. Mm. Mais dans les collaborations fortes, il y a aussi les Tindersticks. Peut-être Oui. vous pouvez parler de la manière dont vous travaillez ensemble, dont ils rendent vos films musicaux aussi. Stuart Staples, c'est le chanteur. Oui, et le compositeur, pour la plupart. Mais ouais, Stuart, oui. Oui. Ça a commencé avec quel film? Nénette et Bonnie. Nénette et Bonnie. Ça fait 20 ans. Je voulais emprunter une de leurs chansons. Une chanson de leur deuxième album qui s'appelait My Sister. Et je suis allée les voir dans un concert, leur premier concert en France, au Bataclan. Et j'ai demandé à Stuart, je lui ai amené un scénario traduit en anglais, et je lui ai demandé si je pouvais utiliser My Sister. Et il m'a dit, bof, que peut-être il préférait faire toute la musique du film, que My Sister, non, il trouvait que ça serait plaqué. Et voilà, ils sont venus à Marseille. Et puis, bah, de fil en aiguille, ça a cristallisé quelque chose de fort parce que
il vient de Nottingham. Il a un accent très fort quand il parle anglais. Et moi, mon accent quand je parle anglais est très français. Donc pendant des années, on ne se comprenait pas du tout. Non mais c'est absolument vrai. Et je disais toujours oui. Parce que parfois, je faisais un petit non comme ça pour pas l'inquiéter, mais je ne comprenais pas grand-chose. Et ça a été formidable. Parce que quand on comprend rien, eh ben, il y a quelque chose qui arrive. Non mais vous voyez, peut-être il me posait des questions, j'aurais dit « Ah ben non, s'il te plaît, pas cette guitare-là. » Non, je ne pouvais pas dire ça. Je disais oui. Non mais c'est vrai, hein. Je vous C'est crois. pas une blague. Je vous crois. Mm. Ça se voit, de toute façon. Oui. Pardon? Sur High Life. High Life. Ah d'accord. Je deviens un peu... Comment j'ai travaillé avec? Une autre langue. À l'autre langue. Bah déjà, on tournait en Allemagne. Alors, je parle un peu allemand. Et puis, avec les comédiens, on parlait anglais. Le scénario était en anglais. Donc, la langue principale, c'était l'anglais. Pas seulement la langue du film. C'était la langue de l'équipe. Anglais-allemand. Après, j'ai tourné un peu en Pologne. Donc, c'était encore un peu l'anglais. Moi, j'ai pas... ça m'a pas beaucoup dérangé parce que, vous voyez, peut-être j'aurais fait un film en anglais. Pour faire un film en anglais, j'aurais été très gênée par la langue. Mais en fait, quand j'ai commencé à travailler, à écrire avec Jean-Paul ce scénario, on savait très bien que dans l'espace, on ne parle pas français, hein, et on parle américain ou russe, et un peu chinois maintenant. Donc, moi, j'aurais pas détesté faire un film en russe, hein, mais c'était plus facile, voilà. Donc, je ne voyais pas quelle autre langue on pouvait parler. Du reste, je suis allée au Centre spatial européen avec les acteurs pour qu'on se prépare. Et vous savez, la truc qui tourne autour de la Terre, la navette spatiale, elle est en live dans le Centre européen. Enfin, on suit 24 heures sur 24. Hein. Et ils parlent anglais et un peu russe. Tous. Donc, je n'ai pas eu l'impression de faire un film en anglais. J'ai fait un film dans l'espace. C'est pas pareil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va bientôt commencer la projection de Chocolat. Oui, je vois que la Ah. montre. Oui, non, ça va. Oui. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Bon, ça fait presque 1 heure que nous parlons, mais on peut encore je peux dire parler. une chose Oui, quand même, Claire, sur concluez Chocolat. peut-être. Oui, Non, voilà. mais pas du tout. Il y a un musicien qui a travaillé. La musique de Chocolat a été faite par un très grand musicien sud-africain, Abdullah Ibrahim. Et là, alors, pour le coup, j'ai eu une chance inouïe, quoi. J'allais souvent l'écouter dans des concerts. Pas seulement en France, je prenais souvent le train pour aller l'écouter. C'est un pianiste que je révère absolument. Et un jour, je lui ai envoyé, par sa maison de disques, je lui ai envoyé le scénario de Chocolat et il a dit oui, voilà. Et ça a été quand même un cadeau incroyable. Voilà, maintenant, il a pu rentrer en Afrique du Sud, il est plus exilé. Il vit au Cap parce qu'il est originaire du Cap. Et il a ouvert une école de musique. Il est
voilà, c'est... Et un de ces disques que je chéris toujours beaucoup s'appelait African Space Program. Et vu que c'était un exilé sud-africain, je crois que ce titre m'emballait. Et on voyait le désert avec un chameau. Et je sais pas, c'est peut-être aussi ce film. Moi, je savais en l'écrivant que le jeune homme qui ferait le domestique serait le cœur du film, au fond, le moteur, l'énergie du film. Mais c'était difficile de le faire comprendre aux personnes avec qui je travaillais que un jeune homme noir qui dit pas grand-chose. On me dit, mais il n'a pas besoin d'être acteur, tu sais. Bon, on va trouver un jeune homme noir pour balayer, tout ça. Bon, ça va aller quand même. Et donc, j'ai trouvé, grâce à Bernard Coltès, chez Chéreau à Nanterre, ce jeune homme, Isaac de Bancolé, qui est un grand acteur. Donc, voilà, c'est quelque chose qui a compté beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.